Bonsoir, bonsoir cher public, bonsoir nos invités, Ronnie Broman, Bertrand Badi. Ce soir, ou cet après-midi plutôt, ce webinaire spécial Palestine, il a été préparé très rapidement et grâce à la générosité de nos deux invités qui ont accepté dans un laps de temps très court de participer à ce débat sur ce qui s'est passé en Palestine, à Gaza notamment et à Jérusalem. Ce soir, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Bertrand Badi, professeur émérite de sciences politiques et un ami et un soutien au CAREP. Aussi, j'ai l'honneur d'avoir M. Ronnie Broman, qui est l'un des fondateurs des Médecins sans frontières, qui maintenant est en charge de la fondation de Médecins sans frontières, qui a une histoire dans l'humanitaire et dans le politique lié à l'humanitaire assez riche. J'ai hésité beaucoup à trouver un titre pour notre rencontre cet après-midi, parce qu'avec cette violence inouïe, avec tout ce qu'on a vécu durant 10 jours, voire plus, que ce soit à Gaza ou même avant à Jérusalem, il y avait beaucoup de choses qui ont éclaté. Il y avait des mythes, des utopies qui n'existent plus à notre temps actuellement. Souvent, les dirigeants européens, et tout récemment aussi Joe Biden, ils ont parlé de la nécessité d'établir une solution basée sur deux États. Alors, les gens parlent de deux États, État palestinien et État israélien, sans se rendre compte de la réalité sur le terrain. Ils ne regardent même pas une carte géographique, à voir comment on peut réaliser cet État palestinien, sur quel territoire, dans quelles conditions, etc., etc. Je crois que tout à l'heure, j'ai reçu un message, un texte joliment écrit, tristement écrit par un Syrien qui habite à Gaza, un réfugié syrien qui n'a trouvé nulle part pour s'y rendre que Gaza via les frontières avec l'Égypte. Et il est arrivé sans papier et après, il a régularisé sa situation. Il décrivait les bombardements durant les 10 jours comme c'était ce qu'il a vécu à Alep en 2016 pendant que l'aviation russe aussi bombardait la ville et que l'aviation de Bachar al-Assad utilisait les barils de TNT massivement. Et il a dit que cette légende que les Israéliens avertissent les civils avant de cibler un bâtiment de civils, c'est faux. Et il a comparé l'aveuglement du bombardement israélien à ce que les Alepins ont vécu en 2016. De plus, la chaîne de la télé israélienne a pris le témoignage d'un pilote de chasse israélien qui disait qu'il a bombardé aveuglement par vengeance des tirs de missiles qui ont quand même arrivé à leur objectif en Israël. Contrairement à ce qu'on a aussi exagéré concernant la protection magnifique du ciel israélien, ce pilote, il a reconnu, et je crois que pour les juristes en droit international, c'est tout à fait utile comme témoignage quand un pilote de chasse israélien parle sur une chaîne de télé israélienne en disant qu'il a fait exprès de bombarder par rage, aveuglement les habitants, les civils, sans faire distinction. Sur ce, j'ai le plaisir de commencer d'abord avec Monsieur Broman, concernant qu'est-ce que vous avez comme écho sur la situation sanitaire, situation humanitaire
en ce moment, mais bien entendu, elle n'était pas beaucoup mieux avant le bombardement. Oui, bonjour. Oui, écoutez, ce qui est gênant dans cette question, c'est, je sais bien que vous l'avez en tête également, ce problème, ce qui est gênant, c'est de faire démarrer les questions d'ordre médical ou disons, de la vie quotidienne à Gaza depuis les bombardements. Gaza est sous blocus depuis maintenant pas loin de 15 ans. La vie y est de plus en plus difficile. Les conditions quotidiennes pour se soigner, pour se nourrir, compte tenu des privations, des coupures d'eau, enfin du contingentement de l'eau, de l'électricité, des difficultés de se soigner quand on a un problème, tout ça, ça fait partie d'une vie quotidienne qui est littéralement, comment dire, sous l'effet intégral du blocus. Alors naturellement, quand en plus des escadrilles aériennes viennent bombarder, et là je reprends aussi ce que vous disiez à l'instant, il n'y a pas de ciblage possible. De toute façon, naturellement, il peut y avoir une bombe qui part dans la mire de l'avion avec une destination extrêmement précise. Mais comme Gaza, c'est une ville, la, la bande de Gaza est pratiquement entièrement urbanisée. Toucher un immeuble, c'est évidemment toucher d'autres immeubles à côté, surtout avec ces bombes perforantes qui explosent en sous-sol pour détruire les tunnels et qui causent des mini-tremblements de terre tous les jours, ce qui nous est d'ailleurs rapporté par les équipes de Médecins sans frontières qui sont là-bas. C'est cette angoisse plus grande encore que lors du dernier bombardement de Gaza en 2014, dû au fait qu'on a l'impression que tout va s'écrouler, que plus rien ne tient, et d'ailleurs, il faudra des semaines pour faire le bilan des destructions, soit manifestes, soit des destructions potentielles, qui sont à l'œuvre du fait de ces répercussions souterraines des bombardements de tunnels. Donc il y a actuellement environ 1800 blessés, 1700 à 1800 blessés qui attendent, enfin qui sont dans les files d'attente. Médecins sans frontières et d'autres ONG donnent un coup de main au ministère de la Santé de Gaza pour opérer ces gens. Il y a des hôpitaux de qualité à Gaza, mais on y manque d'énormément de choses, d'anesthésiques, d'oxygène, de matériel renouvelable. Donc c'est tout de même une situation extrêmement difficile. Il y a à peu près 5 heures d'électricité par jour, donc un bloc chirurgical, ça consomme énormément d'eau et d'électricité, qui sont deux denrées qui sont, on peut le dire, en pénurie là-bas. Donc il y a une situation pour les soins et les recours ordinaires de la vie quotidienne extrêmement difficile, en plus de la tâche immense de cette énième reconstruction. Enfin, tous les quelques années, on se met à reconstruire des bâtiments qui seront, pour une partie d'entre eux en tout cas, détruits quelques années plus tard. Donc c'est une situation à proprement parler désespérante. Et vous êtes d'accord avec la description de Gaza comme étant une prison à ciel ouvert? Oui, bien sûr, mais ça c'est factuel, je dirais. Gaza est bouclé, est verrouillé, la mer est inaccessible, ou en tout cas l'est très peu. Les clôtures, enfin les barrières, je ne sais pas comment appeler la frontière, qui n'est pas une véritable frontière, puisqu'elle ne délimite pas deux États. Et ce qu'on sait, on se rappelle les marches du retour et les tirs des soldats israéliens. Oui, bien sûr, les Gazaouis sont en prison collectivement, naturellement. Bertrand Badi, tout à l'heure, j'ai écouté un professeur en sciences politiques que je respecte beaucoup. Il a repris une définition du conflit très traditionnelle qui doit être, à mon point de vue très humble, doit être dépassée en disant textuellement, ce sont deux peuples qui veulent la même terre. Est-ce qu'on va continuer au XXIe siècle à donner cette définition simpliste
de ce qui se passe dans cette région du monde, d'après vous? Oui, c'est une formule qu'on a entendue des années et des années, qui est ultra simpliste. Je crois que d'abord, il faut dépasser la notion de peuple. Qu'est-ce que veut dire exactement un peuple? Qu'est-ce que ça signifie? En sciences politiques, cette notion est une notion extrêmement fluide qui cherche et qui sert plus exactement à justifier un peu tout et n'importe quoi. Je crois que, vous savez, quand on est face à un conflit, il faut regarder les choses de manière beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus concrète, c'est-à-dire considérer non pas un peuple, mais une population, une collectivité sociale qui se trouve en situation d'exclusion, de privation, de frustration, d'humiliation. Malheureusement, ces caractéristiques qui sont plus sociologiques que géostratégiques, deviennent le lot commun des formes nouvelles de conflictualité. Nous avons été éduqués, en tous les cas celles et ceux de ma génération, dans l'idée qu'une guerre était une confrontation de peuples ou d'États. Or, en fait, si vous regardez les conflictualités qui se développent aujourd'hui, que ce soit en Palestine, qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, mais que ce soit en Syrie, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Yémen, que ce soit au Sahel, conflit dont tout le monde connaît l'importance, ce n'est pas un heurt de peuple qui fait la tragédie conflictuelle, c'est tout simplement cette tension et cette violence qui dérive du sentiment que toute une collectivité de personnes se trouve niée dans ses droits, niée dans son identité, dans sa raison d'être, humiliée, rabaissée. Ce qui me frappe beaucoup dans ces formes nouvelles de conflictualité, c'est cette espèce de hiérarchie implicite qu'il y a entre les personnes, comme s'il y avait dans ce monde des humains qui avaient le droit à plus de sécurité que d'autres, à plus de respect que d'autres, à plus de reconnaissance de droits que d'autres. Eh bien, lorsque cette différence apparaît dans ce monde qui est un monde de communication, qui est un monde de visibilité, cela crée effectivement une situation de tension très très forte. Vous savez, quand on s'interroge sur le conflit israélo-palestinien aujourd'hui et de cette phase tragiquement active que nous venons de connaître, il faut partir du point de départ. Et le point de départ, c'est quoi? C'était une jeunesse palestinienne qui, pour la plupart, n'a pas connu le temps d'Oslo et le temps des négociations et qui, depuis 20 ou 30 ans, se demande quel est son avenir, d'une part, et qu'est-ce qui lui reste comme droit humain. Fondamentalement, c'est cela. Et c'est la raison pour laquelle nous assistons à une transformation des conflits, des guerres, si vous voulez, pour employer un terme qui aujourd'hui devient un peu flou, où le social l'emporte sur le politique et le géostratégique. Ce qui est quand même très frappant dans cet épisode tragique que nous venons de vivre, c'est que c'est le social qui a été proactif. Tout cela a commencé par des manifestations de colère. Il faut donner à la colère sociale son statut contemporain, qui est un statut de proactivité. On a vu ça en Amérique latine en 2019, on a vu ça lors des différents printemps arabes, on a vu ça dans quantité de pays. Alors évidemment, les colères sociales sont plus ou moins affirmées selon ce qui vient les enclencher. Et cette colère sociale crée une situation de tension qui dégénère en violence. Et c'est seulement à partir de là qu'on voit les États, les politiques, les stratèges entrer sur scène et avoir une position réactive qui peut aller d'une réaction répressive, comme ce qu'on a connu sur l'esplanade des mosquées au départ de ces mobilisations, ou qui peuvent être une réaction d'indifférence polie, c'est-à-dire c'est le moment où beaucoup de chancelleries ressortent
les formules bien connues qui servent simplement à ça, hein, style nous appelons les deux parties à la retenue, nous considérons qu'il faut arrêter le plus vite possible les violences, nous considérons qu'il faut créer que seule une solution à deux États est viable, sans se demander si la viabilité correspond aux paramètres actuels de la situation régionale et internationale. Mais effectivement, il n'y a jamais cet effort de comprendre ces mécanismes générateurs de violence. Vous savez, la violence ne part pas toujours d'un stratège. Nous sommes comme parasités par une pensée stratégique. Nous pensons toujours qu'il y a derrière le rideau le méchant, le violent, le cynique qui tire les ficelles. L'actualité, telle que nous la vivons, entre autres en Palestine, mais pas seulement en Palestine, c'est l'effervescence sociale, c'est l'expression de la colère sociale, et c'est cette colère sociale qui est souvent à l'origine de choses qui sont ensuite récupérées. Hein. Les organisations des deux côtés sont là pour récupérer ces colères ou pour les réprimer, selon la manière dont elles se situent. Mais le rôle premier, c'est un rôle d'expression de colère sociale. Alors, c'est la raison pour laquelle moi, je n'emploierai pas ces termes de peuple ou de choses comme ça. Je dirais non, tout simplement, vous avez des moments de rupture, des moments où, effectivement, la tension sociale est telle qu'elle dégénère en violence. Alors, ça peut donner des formes relativement bénignes, comme nous avons pu connaître avec l'épisode des Gilets jaunes en France, mais ça peut donner des résultats autrement plus sévères, autrement plus violents. La Palestine étant un point d'aboutissement, vous avez des situations intermédiaires que nous avons bien connues au Liban, en Iran aussi, au Chili. Ça, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. Je pense que tant qu'on ne prendra pas la mesure de cette pression sociale, tant qu'on ne prendra pas également la mesure de cette démission politique, eh bien, on ne comprendra pas des séquences comme celle-ci et on sera dans une attitude qui est celle de la plupart des dirigeants de cette planète aujourd'hui, qui consiste tout simplement à attendre dans quelques mois, peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, un nouvel épisode de même nature. Une question à vous deux, je commence par M. Broman. Il était un peu, pas surprenant, mais un peu... Les déclarations occidentales, les premiers jours du bombardement israélien, étaient très compréhensibles, presque... Elle soutenait plus ou moins la position israélienne, la position de l'extrême droite israélienne. Au fil des jours, on a constaté une petite modification dans le discours. Comment vous expliquez le départ et le développement de cette position européenne, et notamment française, qui comprenait très bien le besoin d'Israël de se défendre en occultant complètement les raisons pour lesquelles il y a eu tout ce conflit? Je ne l'explique pas vraiment. Je le constate comme vous depuis maintenant une quinzaine d'années, disons. Enfin, c'est notamment Bertrand pour en dire beaucoup plus, puisque c'est lui qui m'a, lors de quelques conversations que nous avons eues ces dernières années, qui m'a montré quelle était l'évolution interne du Quai d'Orsay, qui est passé d'une position qu'on pourrait appeler équilibrée, c'est-à-dire donnant droit aux voix palestiniennes et arabes dans la question complexe du Proche-Orient, prise dans son ensemble, et qui a peu à peu dérivé vers une position néoconservatrice dans les années 2004-2005, et qui n'a fait que, donc sous Chirac déjà, puis sous Sarkozy, puis sous Hollande. Je vous rappelle quand même, Hollande chantant avec Netanyahou lors d'une réunion supposée privée, mais qui était tout de même filmée, La vie en rose. C'est, moi, personnellement, un épisode qui m'est resté en tête parce que j'ai trouvé que ça atteignait un niveau d'obscénité rare. La vie en rose, avec cet assassin de Netanyahou,
c'est tout de même gonflé, je trouve, pour un président français de faire cela. Il n'y avait absolument aucun besoin de le faire, pas plus qu'il n'y avait besoin d'ailleurs de lui sauter dans les bras à sa descente d'avion ou de l'inviter à commémorer la rafle du Veldiv. Un assassin commémorant un assassinat, il y a quelque chose quand même de particulièrement écœurant là-dedans. Donc, rien de nouveau, mais plutôt une continuité récente, car on a connu des temps plus, comment dire, plus décents dans ce domaine, mais ça se poursuit. Alors, je suppose que c'est... enfin, Bertrand décrira ça sans doute bien mieux que moi, parce qu'il a vraiment travaillé cette question. Moi, je me contente de l'observer. Mais de toute façon, j'ajoute d'emblée qu'il me semble que depuis les années 90, c'est-à-dire depuis en gros l'assassinat de Rabin comme suite immédiate du traité d'Oslo, il me semble que la question diplomatique est hors jeu. Et ça nous ramène d'ailleurs au cadre de cette discussion que vous avez installée, à savoir, y a-t-il encore une solution à deux États possibles? Ça, c'est typiquement une question qui serait d'ordre diplomatique, puisqu'il s'agit de traités, de garanties, de frontières, etc. Donc, qui passe par là. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, on doit comment dire, prendre au sérieux le fait qu'il y a une seule autorité étatique dans toutes ses dimensions régaliennes qui s'applique à la Palestine, au territoire de la Palestine mandataire, entre la côte méditerranéenne et le Jourdain, entre la frontière libanaise et la frontière égyptienne, et que aussi bien sur le plan politique, sur le plan policier, sur le plan juridique, sur le plan, enfin, à tous les plans, c'est l'autorité israélienne qui s'exerce, avec ici ou là une délégation de type un peu municipal de pouvoir accordé à l'autorité palestinienne ou quelques chefferies que les Israéliens veulent considérer comme traditionnelles dans le coin. Donc, de toute façon, ce mantra de la solution à deux États n'est rien d'autre qu'une sorte de réaction de convenance. Il faut bien dire quelque chose, alors on le dit, il n'y a pas de solution militaire, il faut une solution politique. Enfin, les phrases convenues dont Bertrand faisait état sont resservies à chaque fois, et à chaque fois, la solution invoquée est encore un peu moins possible compte tenu de l'imbrication. Enfin, ce que vous évoquiez dans votre introduction, il suffit d'aller en Cisjordanie pour voir la situation d'imbrication qui interdit la délimitation de territoires autonomes, sûrs, etc. Et ce que je trouve vraiment scandaleux, enfin ce qui me choque plus encore que le reste, et j'en terminerai là, c'est la phrase qui inaugure généralement ces déclarations creuses, à savoir qu'Israël a le droit à la sécurité. Israël est l'État qui cède la sécurité dans l'ensemble de ce territoire, par les expulsions, par l'extension des zones dites de sécurité, enfin bref, par sa politique coloniale dans la région, et se voit à chaque fois accorder ce droit fondamental à la sécurité. Et ça, c'est déjà en quelque sorte une déclaration d'intention. Je dis, oui, ce sont eux qui sont du bon côté face finalement aux islamistes ou aux islamo-gauchistes ou aux islamo-fascistes. Là, on peut choisir dans le panier de référence ce qui nous plaît et qui attaque une démocratie qui doit se défendre. Donc, il y a une espèce de zémorisation ou de BHLisation, si vous voulez, de la politique moyenne-orientale en France et plus généralement en Europe, qui est vraiment angoissante, mais qui n'est pas nouvelle. Pardon. Merci beaucoup. Bertrand Badi, la même question, mais j'ajouterais que tout récemment, M. Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, il a prononcé le mot apartheid. Alors, c'est une nouveauté dans le discours diplomatique. Vous croyez que ça fait partie du jargon un peu pour diluer le sujet, ou il y a vraiment un changement dans la position? Alors, apartheid, d'abord, c'est une idée qui a été mise en avant par l'excellent rapport publié par Human Rights Watch, qui n'est pas une ONG islamo-gauchiste ni véritablement
bolchevique ou je ne sais quoi, donc qui est à méditer. Moi, je rejoins tout à fait ce que dit Rony, et pour me rattacher à sa dernière phrase, j'ai jamais de ma vie entendu que l'on parle du droit des Palestiniens à la sécurité. Cette formule n'est jamais employée. Et le fait de systématiquement, ça fait partie des éléments de langage, de parler du droit d'Israël à la sécurité, mais de ne jamais même envisager qu'on pourrait se poser la question du droit des Gazaouites à la sécurité, c'est quand même une asymétrie terrible. Il y a beaucoup d'images asymétriques et il faut quand même le dire et le rappeler. Moi, j'ai en tête cet épisode tout récent où, sortant d'une rencontre au ministère des Affaires étrangères, le président de l'association France-Palestine, M. Elbron, a été arrêté, placé en garde à vue et menotté. Je me demande ce qui serait passé si le président du CRIF avait été placé en garde à vue et menotté. Tout ça, c'est quand même des images très fortes, alors, qui effectivement légitiment votre question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si on regarde l'histoire de la Ve République, on sait qu'on a commencé très tôt à parler d'une politique arabe de la France, que l'on rattache à une vision du général de Gaulle. Quand le général de Gaulle a mis en place ce que, a posteriori, on a étiqueté politique arabe de la France, je pense qu'il avait plusieurs éléments de réflexion en tête. D'abord que le conflit Est-Ouest n'allait pas demeurer éternellement et que donc la France avait intérêt à se positionner aussi vis-à-vis du Sud. Et ça, c'était une réflexion très intuitive qu'il faut mettre au crédit de cet homme qui a, de ce point de vue, un peu bousculé, je dirais, les éléments traditionnels de l'élaboration de la politique étrangère française depuis 1945. Il y avait aussi cette idée qu'il a explicitée, qui était de dire mais il ne faut pas laisser la défense de la cause palestinienne à la seule URSS. Et ça, c'est quand même un élément de réflexion très fort. C'est-à-dire que nous étions en pleine guerre froide et de manière assez tardive d'ailleurs, le conflit israélo-arabe à l'époque, ce n'était pas seulement un conflit israélo-palestinien, a été capté par l'affrontement Moscou-Washington, l'affrontement Est-Ouest. Le général de Gaulle a dit qu'il ne faut pas laisser faire ça. Il ne faut pas que les Palestiniens, dans leurs droits, ne soient de facto défendus que par un régime totalitaire. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il a ouvert une brèche qui a été durable dans l'histoire politique et internationale de la France. Je dirais jusqu'en 1999, c'est-à-dire la fin du millénaire dernier. 1999, c'est la dernière grande initiative française et européenne, c'est la fameuse déclaration de Berlin. Vous vous rappelez ce qu'était la déclaration de Berlin? C'est l'Union européenne, de manière solennelle, déclarait que les Palestiniens avaient le droit à un État viable. Et tout se jouait sur l'adjectif viable, en disant, attendez, vu la carte qui commence à se dessiner de la région, la viabilité de cet État est sujette à caution. Donc, il faut une initiative internationale pour garantir, sinon une continuité territoriale, du moins une viabilité territoriale de cet État. Ça, c'est 1999. On sait, par des témoignages, que cette idée européenne n'avait pas été explicitement reprise par le président américain de l'époque, Bill Clinton, mais avait été tacitement acceptée par son administration. Donc, il y avait quelque chose qui se profilait. Et puis, tout a été interrompu. Alors, certains vont chercher le 11 septembre, ce n'est pas totalement faux, c'est vrai que ça a provoqué une rupture. Moi, j'irais plutôt chercher la guerre d'Irak, car à l'occasion de la guerre d'Irak, l'Allemagne en premier, avant la France, l'Allemagne de Gerhard Schröder s'était dressée contre l'hypothèse, qui n'était à l'époque qu'une hypothèse, nous sommes en août 2002, d'une intervention américaine en Irak. Et Chirac avait suivi, mais avait suivi avec difficulté. On se souvient des longues hésitations de Jacques Chirac, qui finalement s'était rallié à la position allemande, avait dénoncé, en termes alors vigoureux, cette intervention américaine en Irak,
Et cela avait provoqué une punition très forte de la part des États-Unis et qui ciblait la France beaucoup plus qu'elle ne ciblait l'Allemagne ou d'autres pays qui s'étaient joints à ce concert de protestation. Et il s'est tenu en juin 2003 à Évian, en France, une réunion du G8 à laquelle Bush menaçait de ne pas venir. Finalement, il s'est résolu à venir. Et là, il y a eu les réconciliations franco-américaines. Et à partir de ce moment-là, 2003-2004, comme le disait Ronnie il y a un instant, on a vu un changement lent mais réel d'attitude française par rapport au conflit proche-oriental. Et ça s'est concrétisé d'abord par la fameuse résolution 1559, alors qui ne portait pas sur la Palestine, hein, mais qui était quand même dans l'histoire la première résolution franco-américaine sur le Moyen-Orient. C'était quand même symbolique. Mais dans cette dynamique, on se souvient de la réception et de l'accueil très chaleureux réservé à Ariel Sharon en juillet 2005 en France. Et on a vu se détricoter très vite cette politique arabe qui a cessé d'exister. Et l'arrivée en 2007 de Sarkozy à l'Élysée, dont les prises de position étaient nettement pro-israéliennes, a confirmé cette pente et, comme le rappelait très bien Ronnie tout à l'heure, les deux successeurs de Sarkozy sont allés sur la même pente. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Il y a effectivement un tournant néoconservateur dans la diplomatie de la politique étrangère française. Et ce tournant néoconservateur, il n'est pas terminé. Alors, bien sûr, tout le monde n'est pas néoconservateur, surtout au Quai d'Orsay, mais enfin, on voit s'infléchir, on voit avec la nouvelle génération de diplomates, on voit avec les nouvelles orientations de la politique étrangère française, davantage de néoconservatisme, davantage d'atlantisme. Presque en même temps, la France a réintégré l'OTAN, il ne faut quand même pas l'oublier, et peu à peu se dessine une nouvelle image française du conflit israélo-palestinien. Ce n'est plus le droit des Palestiniens qui devient la matrice des prises de position françaises, fidèle à la vieille idée gaullienne du droit des peuples à l'autodétermination. C'est plutôt l'idée d'Israël comme pointe avancée de l'Occident au Moyen-Orient et comme rempart à l'islamisme, catégorie extrêmement large. Et je ne sais pas si vous souhaitez qu'on entame une discussion sur ce qu'il y a derrière ce terme, mais toujours est-il que, partant de cette nouvelle vision, Israël, c'est l'aile avancée de la civilisation occidentale, démocratique, libérale, universaliste, laïque, etc., face à une barbarie islamiste. Et tout ceci vient expliquer ces réflexes tels que les décrivait Ronnie il y a un instant, c'est-à-dire mettre la sécurité d'Israël avant les autres. Moi, personnellement, à titre personnel, mais je suis sûr que Ronnie partage ce point de vue, j'estime que tout être humain a un droit égal à la sécurité. Et comme j'ai la faiblesse, devenue rare, de considérer que tous les humains, quels qu'ils soient, ont exactement les mêmes droits, ça veut dire que les 7,5 milliards d'humains sur cette terre ont un droit égal à la sécurité. Mais cette vision-là, elle est démodée. Dans les chancelleries, elle est rebadigeonnée de cette espèce de néoculturalisme et de vision du monde en termes de clash de civilisation qui fait des ravages, c'est-à-dire tout tourne autour de cette coalition contre la civilisation occidentale, c'est celle-ci qu'il faut défendre. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, la bataille menée par Israël, qui est une démocratie, alors on ne s'occupe pas de savoir si c'est une démocratie dans laquelle tous les citoyens ont exactement les mêmes droits et si c'est une démocratie qui est aimable avec les peuples qui sont placés sous sa domination, ça c'est autre chose. Mais dans cet univers de la forme, le fait que ce soit une démocratie justifie qu'effectivement on la soutienne. Alors, je termine juste sur une idée parce que je crois qu'on va devoir rebondir sur elle, elle est fondamentale. C'est que face à ce choix qui n'est peut-être pas formulé ainsi, parce que ça, c'est quand même un peu embêtant de dire que tous les humains n'ont pas le même droit à la sécurité, mais il y a une posture. Et cette posture,
c'est on met le dossier palestinien sous la table. Surtout, on ne s'en occupe pas. Il est jugé par tout le monde, c'est-à-dire le camp occidental, mais aussi la Russie, mais également la quasi-totalité des régimes arabes de la région, comme étant plus coûteux que, pardonnez-moi cette formule affreuse, que rentable. Y toucher, ça coûte et ça rapporte rien. Ne pas y toucher, eh ben, ça diminue les coûts et ça permet de bien s'entendre en même temps avec M. Netanyahou, avec le maréchal Sissi, avec éventuellement les potentats de la région, MBS, etc., etc. Évidemment, et c'est tout l'enjeu du conflit actuel, si ce que j'appelais tout à l'heure le social qui court plus vite que le politique remet en cause cette connivence du silence, eh bien, à ce moment-là, tout ça, ça va s'effondrer. Parce que si le peuple palestinien se fait entendre, il peut créer des ondes de choc dans les autres pays arabes, notamment ceux qui ont participé aux accords dits accords d'Abraham, et remettre en cause tout cet édifice, disons, de non-solution. On est avec le conflit palestinien, israélo-palestinien, dans un univers assez méconnu des relations internationales, mais qui a existé dans l'histoire, qui est la non-solution comme solution. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est pareil paradoxal, mais c'est quand même comme ça. Merci beaucoup. Exactement, nous avons constaté ces dernières semaines, surtout à l'intérieur des villes où il y avait une forte présence des Palestiniens à l'intérieur du territoire de 48, que ce concept, cette définition de l'État d'Israël comme État démocratique est très mise en cause parce que le traitement que la police israélienne a réservé pour la composante palestinienne de la société était digne de ce que l'Afrique du Sud, en tant que démocratie, faisait avec la population noire dans le temps. Alors, il y avait une centaine d'arrestations au sein des Palestiniens de 48 et pas une seule arrestation au sein de ceux qui les ont attaqués. Il y avait beaucoup de dossiers de procès contre les Arabes de 48 ces dernières semaines et pas un seul dossier juridique contre les agresseurs. Mais bon, Monsieur Broman, on a constaté aussi que c'était peut-être l'un des points, les rares points positifs dans ces dernières heures, c'est qu'il y a un retour très timide, mais quand même concret des Pacifiques et de la gauche israélienne. On a vu quelques rassemblements à Tel Aviv d'organisations pacifiques, de ce qui reste de la gauche israélienne qui est miettée et qui est divisée. Est-ce que ces événements peuvent donner lieu à une renaissance quelconque de ces mouvements de la paix qu'on avait connus il y a des années de là et qu'ils ont disparu de l'existence depuis presque une décennie? Là, vous me posez une question sur l'avenir à laquelle je ne suis vraiment pas capable de répondre. D'ailleurs, je pense que personne n'en sait rien, mais ça n'empêche pas tout de même de donner quelques éléments sur la société israélienne aujourd'hui et ce qu'on peut en attendre. Mais juste avant, je voulais faire très, très rapidement rajouter quelques points à ce que disait Bertrand. L'apartheid, il a été, le mot apartheid appliqué à la situation israélo-palestinienne a été aussi utilisé par une commission d'enquête des Nations Unies auparavant et par John Kerry à plusieurs reprises, alors sans dire que c'était déjà le cas, mais en mettant en garde contre une menace d'installation d'un apartheid imminente si quelque chose n'était pas fait. Donc c'est un terme qui circule depuis quand même un certain nombre d'années, disons, je ne sais pas, depuis les années 2010,
au moins pour caractériser la situation israélienne, et il me semble qu'elle s'applique pleinement. Moi, personnellement, je l'utilisais sans hésitation et en étant capable d'expliquer de façon détaillée pourquoi c'était justifié. Je l'utilisais pour les territoires occupés, soit Gaza, que l'on doit, à mon avis, considérer toujours comme un territoire occupé, et évidemment la Cisjordanie et le Golan. Mais depuis 2018 et la loi sur l'État-nation du peuple juif, ce terme doit s'appliquer également à Israël intramuros. Déjà, certains arguaient qu'il était possible d'utiliser parce que les droits des Palestiniens de 48 n'étaient pas ceux des Juifs israéliens, donc il y avait déjà un système juridique séparé, mais avec cette officialisation de l'ethnicité d'Israël, de l'ethnicité juive, parce que ce n'est pas c'est moins une théocratie qu'une ethnocratie. Israël, sachant que l'ethnie, c'est ce qu'on y met dedans, ça n'a pas de définition fixe. Aujourd'hui, il me semble qu'il est absolument abusif de parler d'Israël comme d'une démocratie. C'était déjà, d'ailleurs, depuis un certain temps, tout à fait contestable, car un pays qui met sa botte sur la nuque d'une population aussi importante que la sienne propre, une république coloniale, ça ne peut pas vraiment mériter le nom de démocratie, ou alors une démocratie à l'ancienne, à la grecque, si on veut, qui admettait ses esclaves. Voilà, donc je voulais revenir là-dessus, et puis rappeler aussi, parce que je pense que ça explique une partie, ça se raccorde à ce que disait Bertrand à la fin sur la non-solution comme solution. Je suis absolument d'accord avec ça. C'est d'ailleurs le mot d'ordre, enfin c'est le slogan que l'on pourrait appliquer à la politique israélienne. Toute solution est une non-solution. Et toute non-solution est une bonne solution, c'est-à-dire le maintien indéfini de la situation actuelle. Et Sharon, lors de sa visite à Paris, que Bertrand a évoqué, avait accordé une interview au magazine L'Arche, qui donc est le grand mensuel communautaire en France, qui dans un passé d'ailleurs assez lointain était une publication tout à fait honorable, culturellement, politiquement, très critique de la colonisation israélienne, très loin des enjeux sionistes, et qui est devenu pratiquement le journal officiel du Likoud aujourd'hui. Eh bien, Sharon, dans l'interview qu'il a accordée à l'Arche lors de sa visite en 2005, disait exactement ce que Bertrand vient de dire, mais à sa façon, en expliquant qu'Israël, naturellement, ne négociait pas sous la contrainte. Ce n'était pas à coup de missiles ou d'explosifs je vous rappelle, on était juste à la fin de la deuxième intifada, disons, des mosquées, et donc Sharon revendiquait le fait qu'on ne négocie pas quand on est sous les tirs de missiles. Mais, ajoutait-il finement, sans que personne ne relève la chose, quand il n'y a plus de missiles, pourquoi négocier? Donc, aucune raison de négocier quand la situation est calme, et on ne négocie jamais quand la situation n'est pas calme. Autrement dit, on ne négocie pas, et on retrouve exactement ce que disait Bertrand, non-solution égale solution. Et ça n'a été relevé par absolument personne dans la presse, alors que c'est vraiment la clé c'est vraiment l'évidence même. Alors, sur la situation actuelle en Israël, je n'ai pas le compte précis en tête, mais enfin, on peut dire qu'environ 70% de l'électorat s'est prononcé pour des listes de droite et d'extrême droite, avec la particularité qui est, elle, assez nouvelle, qu'il semble n'y avoir plus de limite à l'extrémisme de l'extrême droite. C'est-à-dire ceux qui auparavant étaient bannis du Parlement israélien, y compris par des gens extrêmement durs comme Yitzhak Shamir. Je rappelle qu'Yitzhak Shamir a négocié avec les nazis à l'époque de la guerre contre les Anglais, contre la puissance mandataire. Yitzhak Shamir a été considéré lui-même comme un terroriste et il a effectivement accompli des actes terroristes en 47-48. C'était un dur de dur. Eh bien, même lui considérait que les crapules racistes, ces espèces de judéo-nazis, comme les aurait appelés le professeur Leibovitch, qui utilisait cette formule pour caractériser une partie de l'extrême droite, il n'était pas admis
la Knesset. Tout était fait pour dresser un cordon sanitaire entre eux et les institutions israéliennes. Aujourd'hui, bien au contraire, Bibi les appelle à la rescousse et ils font partie de la coalition qui peine à prendre le pouvoir, mais enfin qui est en tout cas, qui a été rassemblée par Netanyahou. Ça, c'est un signe de cette droitisation effroyable qui semble n'avoir pas de limite, qui est d'ailleurs en résonance avec une certaine droitisation du monde. En Europe, on la constate aussi, cette droitisation. Quand on voit des ministres et des... enfin, l'extrême droite et la gauche manifester devant le Parlement pour demander plus de pouvoir de police sur la justice, plus d'influence de la police sur la justice, on se pince, mais on est obligé de se réveiller. Oui, l'extrême droite, enfin, le combat culturel de l'extrême droite, en tout cas, est en train de progresser. En Israël, il a largement gagné depuis très longtemps. Mais je pense que ça ne signifie rien d'autre que l'intégration, et je termine là-dessus pour laisser tout de même malgré tout une note de possibilité d'évolution positive. Israël se trouve aujourd'hui dans la situation de l'Afrique du Sud dans les années 80. L'apartheid est dénoncé, est reconnu et dénoncé comme tel, et devient peu à peu, devient de plus en plus insupportable. Moi qui suis allé à plusieurs reprises en Afrique du Sud dans les années 80 et au début des années 90, je peux témoigner que la situation semblait absolument inextricable, que les haines, le ressentiment, les frustrations, les humiliations, enfin tout ce que l'on peut voir du côté palestinien sous la domination israélienne était présent, et moi je me demandais comment un bain de sang pourrait être évité, enfin s'il était même pensable que ce bain de sang n'ait pas lieu. Et grâce à la force de Mandela, à laquelle De Klerk a répondu positivement, grâce aussi à la situation internationale de dégel Est-Ouest, de recomposition des alliances, bien entendu, eh bien l'apartheid a été démantelé. Je vois une situation comparable en Israël. Alors, naturellement, l'environnement international ne va pas se transformer comme il s'est transformé avec la chute de l'Union soviétique, mais on voit poindre du côté du seul allié auquel Israël croit et le seul qui lui garantisse sa sécurité pour l'instant, c'est-à-dire les États-Unis, on voit poindre des évolutions importantes. La population juive américaine, je ne parle pas de communauté, la population juive américaine est de plus en plus loin d'Israël. Elle vote massivement démocrate. L'alliance avec Trump de Netanyahou l'a littéralement fait vomir. Quand même Trump était entouré de néo-nazis, de racistes, d'antisémites, de négationnistes. Enfin, c'était quand même dur pour des juifs américains d'accepter cette... Enfin, il y en a quand même qui l'ont soutenu, mais une minorité. La jeunesse juive américaine se sent totalement étrangère à Israël. Il va de moins en moins, voire n'y voit pas du tout. Des drapeaux israéliens ont été décrochés de synagogues israéliennes, notamment des synagogues libérales. Bref, il y a une désagrégation lente, donc peu visible, mais constante et tendanciellement forte du soutien idéologique à Israël. Et on a vu quelques voix au sein du Parti démocrate, alors qu'auparavant la question israélienne était bipartisane aux États-Unis. On a vu quelques voix commencer à exprimer soit une franche critique, soit en tout cas à poser des questions sur le soutien américain à Israël ou sur le retrait du président américain du Proche-Orient. Donc il me semble que la donne internationale évolue de façon tout à fait distincte dans sa nature de ce qu'on a vu avec la chute du mur, mais elle évolue tout de même, et il n'est pas impossible que la revendication palestinienne croissante, à savoir on veut des droits égaux, quelque chose de l'ordre d'un post-nationalisme qui commence à s'exprimer au sein de la population palestinienne et qui n'est pas inexistant au sein de la population juive israélienne, le mouvement cananéen, et y compris chez les religieux sionistes, pour qui vivre sur une terre qu'ils considèrent comme juive depuis très longtemps ne signifie pas nécessairement avoir un État juif.
un État commun pourrait leur convenir dès lors qu'ils peuvent être sur les collines de Samarie ou de Judée. Ce sont quelques pourcents seulement de la Cisjordanie qui serait sous occupation, si j'ose dire, enfin dans un habitat juif. Bref, tout ça ne va pas contre une possible évolution vers un État commun, vers une terre partagée, non plus vers une terre pseudo-divisée sous domination israélienne. Voilà, donc il y a dans cette extrême droitisation peut-être des phénomènes souterrains, des phénomènes, disons, de longue durée, qui pourraient amener à quelque chose qui nous convienne plus d'un point de vue démocratique, et à quoi finalement la gauche israélienne est totalement étrangère. Seule une partie de l'extrême gauche israélienne, je pense au Matzpen, le mouvement israélien antisioniste historique, qui œuvrait pour un État commun et un partage de la terre, ce serait peut-être eux qui auraient raison, avec des alliés qui peuvent être des religieux, comme Avraham Burg, ou même Reuven Livni, pardon, pas Reuven Livni, le président de l'État israélien, qui porte kippa, mais qui a reconnu aux Palestiniens une sorte d'antériorité sur cette terre et le droit absolu et impossible à remettre en question de leur présence en Palestine, ce qui était quand même relativement, enfin même très nouveau pour la droite israélienne. Merci beaucoup. Bertrand Badi, on a essayé ces dernières semaines à montrer que le conflit est plutôt religieux que national, à savoir que le sentiment palestinien dans sa globalité, pour ne pas dire dans tout le monde, tous les Palestiniens, mais 90% des Palestiniens, ils considéraient que l'intervention de ce qu'on considère comme groupe terroriste en Europe, le Hamas, était une intervention d'ordre national et pas d'ordre religieux. Comment on peut déplacer, parce que ça arrange tout le monde de limiter le conflit ou les différends à la question religieuse et dire que c'est l'extrémisme islamique contre l'extrémisme judaïque qui se confrontent et il faut appeler au laïc. Mais le Hamas, d'après, pas ses porte-paroles, mais d'après les gens de gauche, la gauche palestinienne, les nationalistes palestiniens disent que l'intervention de Hamas est cette fois peut-être l'une des rares fois que c'est une intervention plutôt nationale. Qu'en dites-vous? Oui, je voudrais, si vous permettez, je vais bien sûr répondre à cette question qui est extrêmement importante, rebondir sur ce qu'a dit Roni, parce que je crois que là, on est vraiment au cœur du sujet et plus que ça, c'est-à-dire au cœur des interrogations que tout le monde est en train de se poser et de chercher désespérément la lueur d'espoir qui pourrait motiver les uns les autres. La comparaison avec l'Afrique du Sud est extrêmement intéressante. Il faut quand même comprendre, et c'est ce que disait d'ailleurs Roni, mais j'ajouterais peut-être une pincée supplémentaire à son propos, que l'apartheid est tombé en Afrique du Sud parce que la bipolarité est tombée. C'est-à-dire parce que, justement, le fameux camp occidental dont je parlais tout à l'heure n'avait plus aucune raison de se cristalliser autour du régime sud-africain. Et que, de ce point de vue, le régime d'apartheid au pouvoir à Pretoria n'avait plus de capacité de faire preuve de cet acharnement qu'il caractérisait depuis des décennies et des décennies. Nous n'avons pas l'équivalent. Je dirais que ce qui me rend un peu pessimiste, c'est que nous avons même le contraire. C'est-à-dire le contexte international aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, est davantage prompt à soutenir Israël au nom de ce principe de stabilité que de soutenir des changements et notamment de passer de ce que j'appelais la non-solution à la solution. Ceci est particulièrement remarquable par l'appoint des gouvernements arabes, ces 4 États arabes qui ont procédé à la diplomatie du troc pour reconnaître Israël, c'est-à-dire je reconnais Israël mais vous me donnez des F-35, je reconnais Israël mais
vous me donnez les Sahraouis, etc., etc. Tout ceci a plutôt tendance à bétonner, à cimenter la situation dans son profil actuel. Alors, là où je rejoins toujours Ronnie, c'est qu'il faut regarder du côté du social. C'est-à-dire c'est du côté de la mobilisation sociale, de même qu'il y a eu en Afrique du Sud, il n'y a pas seulement eu l'effondrement du mur de Berlin, il y a eu cette pression sociale très grande et très forte liée à la mobilisation autour de la personnalité de Mandela et d'une démographie qui était extrêmement favorable à la population noire. Toute l'énigme aujourd'hui est là. C'est est-ce que l'on peut retrouver dans le cas du dossier israélo-palestinien une pression sociale suffisamment intense pour compenser ce défaut de contexte international favorable. C'est très dur. C'est pas impossible. Après tout, le printemps arabe, c'était déjà un peu ça. Hein. Le printemps arabe a fait bouger les choses contre tout le monde. Personne ne voulait du renversement de Hosni Moubarak, ni de Ben Ali, et probablement ni de Bachar, ni de Kadhafi. Bon. Donc, ça prouve que les pressions sociales, lorsqu'elles sont très fortes, peuvent faire bouger les choses. Et je pense que, hélas, dans l'affaire israélo-palestinienne, un changement ne peut venir que de là, convainquant peut-être la population israélienne que finalement le coût de cette non-solution est très élevé. La population israélienne subit les contre-coups de cette situation, convainquant les États-Unis que décidément s'allier à quelqu'un d'aussi intransigeant est extrêmement coûteux, et l'évolution qu'on voit au sein du Parti démocrate américain va dans ce sens, convaincre l'Europe que cette espèce de repli taciturne n'est pas forcément la meilleure façon d'affirmer l'existence d'une diplomatie européenne, d'une puissance européenne, d'une souveraineté européenne, je ne sais quoi. Tout dépend de cela. Et là-dessus se grève votre question, Salah, c'est-à-dire la nature du Hamas et la nature de la mobilisation qui s'est produite dans le contexte de ce dernier conflit. Alors, le Hamas, c'est une organisation. Et comme toute organisation au monde, il n'y a pas une exception, elle a ses intérêts propres. Et là, on a vu le Hamas jouer sa carte en disant, face à la déliquescence de l'autorité palestinienne, face à la quasi-inexistence de l'OLP, face à des organisations palestiniennes qui préfèrent fuir les élections, souvent d'ailleurs avec la complicité du gouvernement israélien, le Hamas a eu dans ce contexte une chance de s'affirmer comme étant le porte-étendard de la question palestinienne. Et je pense que les excès extraordinairement violents d'Israël dans ses bombardements sur Gaza, 66 enfants morts, 200 personnes qui ont perdu la vie, des milliers de réfugiés de sans-abri. M. Netanyahou a fait un splendide cadeau au Hamas et a donné au Hamas une position privilégiée, comme finalement, qui regarde ce film tragique comme étant le seul porte-étendard possible aujourd'hui de la cause palestinienne. Et alors, c'est là que votre question devient complexe et subtile, parce que le Hamas, comme organisation, a un emblème qui est un emblème de nature religieuse. Mais ne nous trompons pas. D'abord, nous savons que la cause palestinienne ne coïncide pas forcément avec une religion, puisque il ne faut pas oublier que le nationalisme palestinien a été d'abord porté par des chrétiens. Souvenez-vous le rôle d'un Georges Habash, par exemple, dans ce combat. Et puis surtout, il est temps, mais vraiment, je le dis sous forme de supplique, de comprendre ce que signifie le religieux dans des actions de cette nature. Ce n'est pas un facteur premier, c'est un facteur emblématique, c'est un instrument de mobilisation, c'est un instrument de cristallisation.
Et c'est même le plus formidable instrument de mobilisation que l'histoire de l'humanité ait jamais créé. Car appeler à la mobilisation au nom de Dieu, c'est donner le plus fort des arguments possibles pour que les uns et les autres se mobilisent. Et donc, le religieux dans cette affaire, il est instrumental. Et la manière dont est géré le religieux dans la mobilisation, ce fameux passage de l'islam à l'islamisme, c'est une gestion politique, effectivement, de cette capacité instrumentale du religieux. Et dans des situations de crise, les illusions, pour qui regarde les choses honnêtement, se dissipent. C'est-à-dire que l'on voit bien que derrière la mobilisation du Hamas, il y a d'abord un argument et un appel national. C'est absolument évident. Et comment le djihadisme est-il reçu au Sahel? Il est reçu comme un appel adressé à une population qui est complètement désemparée, qui n'a plus d'État, qui n'est plus protégée, qui n'est plus alimentée, qui fait face toute seule à tout un tas de menaces et qui ramasse cet appel qui peut être extraordinairement dangereux, moi j'en conviens, mais qui, dans un système, dans une situation de désert complet d'aide et de protection, apparaît avec quelquefois la dose de naïveté nécessaire pour convaincre totalement la solution à des personnes désemparées. Eh bien, c'est cette dialectique que joue le Hamas aussi. Mais c'est vrai, qui peut le contester, que le Hamas a réussi, alors certains diront heureusement, d'autres diront malheureusement, moi mon travail n'est pas de trancher là-dessus, mais a réussi à exprimer cette résistance. Et à quoi croyez-vous que correspondaient ces défilés que l'on a vus avant-hier dans les rues de Gaza, où on voyait pour la première fois défiler les milices et apparaître les chefs du Hamas? C'est rien d'autre qu'une façon de montrer cette cristallisation de cette cause palestinienne dans une organisation nouvelle qui fait écho à Jérusalem-Est, qui fait écho en Cisjordanie et qui fait écho également dans les villes de l'État d'Israël, notamment à Lod et à Haïfa. Merci beaucoup, Bertrand Badi. Je vais commencer avec les questions qui sont nombreuses. Ronnie Broman, les tentatives de spoliation juive dans les quartiers arabes ne sont pas neuves. En quoi celle de Sheikh Jarrah a-t-elle cette fois déclenché un tel mouvement de contestation? Et quelles conséquences voyez-vous à terme sur l'approche palestinienne dans le conflit? C'est une question de journaliste Vincent Brand de la Libre Belgique. Je crois que Sheikh Jarrah, enfin, les expropriations, et en particulier dans la vieille ville, sont particulièrement sensibles. Elles le sont notamment parce que la vieille ville est encore le bastion palestinien. 90% des habitants de la vieille ville sont des habitants palestiniens, ce qui ne correspond pas à l'équilibre démographique général de Jérusalem prise dans son ensemble, mais là c'est le cas. Et il est évident que depuis plusieurs années, et cela avec une intensité croissante, un certain nombre de groupes de pression financés par de riches Américains extrêmement fanatisés, enfin en tout cas très idéologisés, appuient ces mouvements. Donc la concentration sur la vieille ville et la conviction qui se répand parmi les Palestiniens que les Israéliens cherchent à faire main basse et à s'approprier la vieille ville fait croître la tension. Ce à quoi il faut rajouter les actions de groupes, disons, de nervis d'extrême droite venus attaquer au moment de la rupture du jeûne pendant le Ramadan, des jeunes Palestiniens qui se rassemblaient sur le seul endroit, sur le seul espace un petit peu ouvert qui est disposé, car il faut se rappeler, peut-être que les gens ne savent pas, que la vieille ville
La vieille ville, elle fait 1 km². En gros, c'est un peu plus grand, c'est à peine plus grand que la place de la Concorde, quoi, la vieille ville. Donc il y a une densification croissante, puisqu'il n'y a aucun permis de construire, aucun permis d'extension qui est accordé aux Palestiniens. Donc il y a des conditions de vie de plus en plus précaires. On se rassemble dans le seul endroit où on peut le faire, et là, on s'aperçoit que les marches sont interdites parce que des grilles sont posées dessus, et qu'en plus, des petits groupes fascistes viennent effectuer des ratonnades, crier mort aux Arabes, attaquer des groupes de Palestiniens dans la rue sous l'œil complaisant de la police. Ça, évidemment, ça ne pouvait pas produire autre chose qu'une accentuation, qu'une extension de la protestation et son évolution vers plus de violence. Donc je pense que c'est là qu'il faut voir l'origine. Ce n'est pas d'un seul coup un coup de tonnerre dans le ciel serein, dans un ciel serein, c'est une évolution qui est fondée, enfin une crainte croissante et fondée de se voir littéralement exproprié du dernier endroit où on avait encore une certaine existence nationale palestinienne. Merci beaucoup. Bertrand Badi, aussi Vincent Brand de Libre Belgique, il vous interroge sur l'intervention de Hamas, qui considère qu'elle a eu lieu très rapidement après l'ultimatum qui a été donné, c'est-à-dire pour que les policiers se retirent de l'esplanade de mosquée. Et il se demande, est-ce que ça rentre dans le contexte du match électoral remis avec le Fatah de Mahmoud Abbas? Je pense, un peu dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, que le Hamas a très vite compris qu'il avait une carte très forte à jouer dans le contexte nouveau, parce que même si vous comparez ce qui s'est passé cette fois-ci à ce qui s'est passé en 2014 et les autres années, 2018, 2014 et les années antérieures où il y avait un soulèvement de même nature, sans compter le temps de l'intifada, jamais il n'était en position aussi réellement monopolistique de la représentation et la défense de la cause palestinienne. Donc évidemment, il en a profité. Il en a profité pour, alors élection ou pas élection, mais c'est vrai de dire que l'élection a probablement avivé les choses, d'autant qu'on était juste au moment où celles-ci ont été annulées. Donc, quand vous ne pouvez pas vous exprimer dans les urnes, ben, vous trouvez d'autres canaux pour vous exprimer. Tout ça est parfaitement logique. Et il ne faut pas l'oublier, il faut être prudent quand on le fait, mais il ne faut pas non plus l'oublier, qu'il y a tous les paramètres régionaux et internationaux, c'est-à-dire le paramètre iranien, le paramètre libanais, le paramètre syrien, le paramètre du Golfe et de la péninsule arabique. Et le Hamas était de ce point de vue en position favorable. Je ne dis pas qu'il est soutenu, c'est trop facile de dire ça par l'Iran, mais des relations particulières entre le Hamas et l'Iran et le Qatar et aussi la Turquie, tout ceci en font une organisation non pas seulement locale, mais véritablement insérée dans le tissu régional. Et effectivement, une personne qui doit être particulièrement malheureuse dans le contexte actuel, c'est Mahmoud Abbas, qui a perdu sur les deux tableaux. Sur le tableau de la représentativité et de la légitimité, puisque finalement, à part quelques timides phrases, il ne pouvait pas faire ni dire grand-chose, et perdu aussi sur le tableau, je dirais, stratégique, dans la mesure où tous les accords passés avec Israël n'ont abouti à aucune capacité ni de pression, ni d'intervention, ni de négociation. Donc, le Hamas est le grand bénéficiaire de cette affaire et non seulement aux dépens des autres forces qui prétendent représenter les Palestiniens, mais souvent aussi aux dépens de la population. Il faut être honnête, ce besoin de s'afficher au centre de l'écran a contribué certainement à
cette spirale de violence, mais il est en même temps faux de dire qu'il en était l'initiateur. Il ne faisait que s'inscrire dans un contexte qui s'est formé selon la dynamique que Reni a fort bien décrite il y a un moment. Merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter un point que j'ai oublié parmi les facteurs de montée de la tension, qui a été l'intervention de la police sur l'esplanade des mosquées et même à l'intérieur de la mosquée El-Aqsa. Et cela, pas à un moment anodin, mais au moment le plus sacré, disons, celui qui rassemble le plus de monde, lorsque les fidèles veillent jusqu'à l'aube, dans une ferveur, disons, qui rassemble aussi des éléments religieux et des éléments d'ordre patriotique. Donc symboliquement, c'était le moment le plus fort, le plus chargé, le plus important, et c'est celui-ci que la police a choisi, et je ne crois pas que cela soit dû au hasard. Je pense qu'il y avait une stratégie de provocation qui était vraiment à l'œuvre. C'est ce moment qui a été choisi par la police pour intervenir sur la mosquée avec la certitude, la garantie, sans aucune espèce de réserve, que ça allait déclencher des mouvements violents. Et à ce moment-là, ça permettait effectivement au Hamas de se présenter comme le défenseur du lieu saint, comme le défenseur de la mosquée, du troisième lieu le plus saint de la religion musulmane. Donc il y a eu sans doute des maladresses, des choses imprévues, mais il y a eu aussi une stratégie de l'attention qui a été délibérément jouée par les forces de sécurité israéliennes. Une autre question. Comment expliquez-vous que le peuple de la planète entière, c'est un peu optimiste, soutiennent la Palestine, mais leurs dirigeants soient soumis au diktat d'Israël? Parce que le soutien, d'ailleurs, n'est pas celui de la planète entière. Bien sûr, il y a quand même beaucoup de gens qui s'en fichent, tout simplement, pour qui ça ne compte pas. Disons, par exemple, dans le monde asiatique, je pense que ça a extrêmement peu de résonance et que, par ailleurs, Israël noue des liens extrêmement étroits sur le plan commercial, sur le plan stratégique, avec à la fois les Indiens et les Chinois, enfin, en tout cas, les gouvernements indiens et chinois. Donc, ce qui tempère un peu d'ailleurs ce que je disais sur le relâchement ou un certain affaiblissement possible, potentiel, pas réel pour l'instant, mais potentiel du soutien américain à Israël. Mais enfin, les Indiens et les Chinois ne soutiendront jamais Israël de la manière dont les Américains l'ont fait jusqu'à présent. Et donc oui, Israël, d'ailleurs, vous savez, beaucoup de gens sympathisent avec les Ouïghours ou les Rohingyas, qui sont probablement parmi les populations avec les Palestiniens les plus martyrisées de la planète aujourd'hui, mais ça ne change strictement rien. Donc là, je pense que la même logique triste mais évidente s'applique. Oui. Oui. Sur ce point, si vous permettez, Salam, c'est une question très, très, très importante parce qu'elle déborde même de la question palestinienne. Les gouvernements israéliens qui se sont succédés l'ont joué à l'ancienne, c'est-à-dire en considérant qu'une coalition d'États leur servait de deuxième dôme de fer, en quelque sorte. Et les efforts ont été extrêmement nombreux, non seulement pour entretenir la protection du grand frère américain, qui peut-être est en train de devenir le petit frère alors que Netanyahou prend la place du grand frère, pour neutraliser l'Europe. Il y a un travail énorme, mais énorme, qui a été fait par Netanyahou pour se concilier tous ces leaders autoritaires d'Europe centrale, et notamment Viktor Orban, qui a un passé antisémite, négationniste, un peu comme en Pologne. Rappelez-vous cette loi en Pologne pour interdire de parler des persécutions antisémites à l'initiative des Polonais. Et tous ces gouvernements... Approuvé par Netanyahou. Absolument, absolument, absolument. Et tous ces gouvernements soutiennent fortement la cause israélienne. Monsieur Orban a bloqué une résolution de l'Union européenne sur le conflit israélo-palestinien qui pourtant ne mangeait pas de pain, hein. Ce n'était pas une déclaration de soutien aux Palestiniens, tant s'en faut. De même, Netanyahou et ses prédécesseurs ont déployé des efforts énormes pour
recueillir un à un les chefs d'État africains. Le maréchal Déby, par exemple, dans ses derniers temps de vie, était devenu, ainsi que M. Kagame et de nombreux chefs d'État africains, des soutiens d'Israël. De même, Poutine, on est allé chercher la Russie qui, comme vous avez pu le remarquer, se garde bien d'intervenir dans ce conflit parce que la nouvelle Russie, depuis d'ailleurs la chute du mur, entend développer ses liens avec Israël et on pourrait ainsi continuer. L'Inde de Narendra Modi également, qui devient un soutien, mais c'est à chaque fois des gouvernements. Et effectivement, M. Netanyahou ne s'est pas tellement lancé dans la bataille des opinions publiques. Et je pense qu'il a tort parce que les relations internationales sont en train de changer. Bien sûr, les gouvernements existent toujours et leur diplomatie reste importante, mais les sociétés pèsent d'un poids de plus en plus lourd. Et je voudrais juste insister sur quelque chose de très, très important. Imaginez que la tension ne retombe pas au Proche-Orient. Imaginez une sorte de troisième intifada. Imaginez que cette situation vienne à se détériorer face de nouvelles victimes. Le risque est important de voir des foules descendre dans les rues du Caire, d'Amman, de Casablanca ou de Rabat, c'est-à-dire dans ces pays qui essayent de banaliser leurs relations avec Israël. Et comment le gouvernement de M. Saïd-Eddine Al-Osmani, le Premier ministre islamiste du Maroc, pourrait résister à une telle pression. Et on voit bien comment effectivement une opinion publique qui se mobilise hors des frontières, hors de l'espace israélo-palestinien, pour défendre la cause palestinienne, peuvent faire tomber le château de cartes, peuvent tout remettre en question. Et c'est donc à suivre de manière très attentive. Même les quelques manifestations qui ont eu lieu en Europe occidentale, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, bon, à Paris, elle n'a pas eu lieu puisqu'elle a été interdite, indiquent quand même un souffle qui peut avoir un impact sur le jeu diplomatique. Alors, ce n'est pas à négliger. Et c'est peut-être là que M. Netanyahou pourrait perdre son pari. Merci beaucoup. Ronnie Broman, une question d'Isabelle Ruck. Comment expliquer qu'un peuple qui a connu la Shoah et qui est engagé à perpétuer la mémoire de celle-ci accepte ce traitement, accepte entre guillemets bien entendu, ce traitement réservé aux Palestiniens? Vous savez, les souffrances passées sont bien souvent utilisées par ceux qui s'en prétendent les héritiers, ce qui n'est pas nécessairement le cas en pratique, mais en tout cas, il peut toujours les invoquer comme étant ceux qu'ont subi les générations antérieures, sont souvent invoqués pour justifier une politique extrêmement dure et non pas pour, au contraire, être plus ouverte à la question des droits universels, de la reconnaissance de chacun dans ses potentialités. Donc, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la Shoah est mise à toutes les sauces les plus extrémistes pour justifier ça. En gros, c'est le thème du plus jamais ça, au sens où nous n'accepterons plus de confier notre défense aux autres et nous allons préempter toute menace réelle ou supposée pour nous défendre parce que nous savons ce qu'il en est. Donc c'est bien évidemment, au contraire, cela étant, je comprends très bien le fond de la question d'Isabelle Ruck. Pour un certain nombre de juifs, mais à titre individuel, le souvenir de la Shoah et le spectacle de ce que l'on voit à Gaza ou avec les milices d'extrême droite ou avec la détention arbitraire, l'emprisonnement administratif, la situation d'apartheid, tout ça au contraire réveille une sorte de mémoire juive de la Shoah qui rend particulièrement odieuse ces pratiques en Israël. Donc ce souvenir-là joue, mais je dirais à l'échelon individuel. Sur le plan politique, il est transformé au contraire en un instrument de domination extrêmement efficace, extrêmement puissant, parce que je ne vois pas comment on expliquerait autrement le soutien de l'Allemagne, de la Hollande, enfin le soutien indéfectible, je parle des pays qui se portent le plus spontanément et le plus activement aux côtés de l'État d'Israël, quoi que fassent
celui-ci, je ne vois pas comment on pourrait l'expliquer autrement. Donc malheureusement, c'est une arme à double tranchant, mais avec un tranchant beaucoup plus affûté que l'autre. Merci beaucoup. Bertrand Badi, une question de Hassan Abbasi. Il dit « La société israélienne ne peut pas survivre avec une politique d'hostilité permanente qui lui cause une crise politique interne persistante. Une politique maintenant rejetée par les Palestiniens et les Arabes d'Israël. Peut-on parler d'une solution à un seul État fédéral? Si oui, dans quelles conditions? L'expérience sud-africaine peut-elle être une source d'inspiration ?» Alors, il y a deux éléments dans cette question qui effectivement est une question très importante. Le premier élément, c'est effectivement de se demander jusqu'où la société israélienne, je ne parle pas du système politique israélien, mais de la société israélienne peut supporter les coûts de ce que j'appelais tout à l'heure la non-solution. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu presque consensus. Et ce consensus, il s'est exprimé dans les votes, dans les formes de soutien apporté à telle ou telle organisation ou à tel ou tel leader. Tout le monde pensait que la non-solution, c'est-à-dire la pérennisation d'un statu quo en fait évoluant à bas bruit sous l'effet de la colonisation progressive, tout ça permettait de déboucher à peu de frais sur la constitution du Grand Israël. En fait, le calcul, il était là. Pas de négociation, parce que dans une négociation, on perdra sûrement des avantages. Pas de guerre, pas d'affrontement, mais une colonisation à bas bruit qui permettra peu à peu d'officialiser la non-solution et d'arriver au Grand Israël. Ce qu'on est en train de découvrir, c'est que c'est de plus en plus coûteux. Or, sans être un partisan, un adepte de la théorie du choix rationnel, je pense qu'effectivement, peu de sociétés peuvent accepter des solutions qui coûtent plus qu'elles ne rapportent. Et la souffrance israélienne, qui est une souffrance réelle, il ne faut pas oublier non plus, qui s'est traduit, qui s'est concrétisé par infiniment moins de victimes qu'en Palestine, mais qui a créé la peur, le doute, l'incertitude, qui a vu des projets remis en cause, tout ça peut conduire la société israélienne, dont je ne suis pas spécialiste, Ronnie la connaît mieux que moi, il pourra me dire ce qu'il en pense, nous dire ce qu'il en pense, mais je pense qu'il y aura mécaniquement dans cette ambiance un appel, une recherche à une solution alternative parce que celle-ci paraît désormais trop coûteuse. Alors, est-ce que ça veut dire que la solution, puisque plus personne ne croit aux deux États, que de toute façon, deux États impliqueraient un tel déplacement de population, tant de démantèlement que ça paraît effectivement peu réaliste? Est-ce qu'une solution à un seul État est envisageable? Là, la comparaison avec l'Afrique du Sud me paraît incertaine, parce que l'idée d'un seul État telle qu'elle a été intériorisée par De Klerk et Mandela ne trouve pas véritablement, en tous les cas dans le contexte présent, son exact équivalent en Israël-Palestine. Moi, j'ai tendance, après avoir fait 50 ans de sciences politiques, à croire que la définition consensuelle qui est donnée du politique est la bonne, c'est-à-dire le politique, c'est l'art de faire coexister des gens différents. Et je pense solidement, fortement, c'est mon seul credo, ma seule profession de foi dans la discipline, je crois très profondément qu'on peut coexister et vivre ensemble, même si on ne se ressemble pas, et je dirais peut-être même surtout si on ne se ressemble pas. Donc le problème n'est pas là. Le problème, ce n'est pas ressemblance, dissemblance. On a tort de poser ce problème, de réifier les cultures, de les opposer à tout jamais, de fantasmer sur le conflit de civilisation, d'abêtir l'histoire, parce que bien des gens nous expliquent, et je pense que c'est une situation très optimiste, que les Palestiniens d'aujourd'hui sont probablement les lointains descendants des Juifs d'avant-hier et d'il y a plusieurs siècles et plusieurs milliers d'années qui habitaient sur cette terre. Donc tout ça
ce sentiment d'antagonisme n'est absolument pas fondé. Donc, il ne faut pas réifier les cultures dans leurs différences. La vraie et seule question, c'est la question du vouloir. Ce n'est pas la question du pouvoir, c'est la question du vouloir. C'est-à-dire, est-ce que véritablement il y a une volonté de vivre ensemble? Et nous savons depuis nos grands philosophes, et Rousseau n'est pas passé de mode, croyez-moi, que l'invention du politique, c'est ça, c'est-à-dire c'est une volonté de coexistence. Et cette volonté de coexistence, elle se travaille, et lorsqu'elle est en route, rien ne lui est impossible. Donc, moi, je n'ai jamais considéré que la solution à un seul État soit de l'utopie. Ça sera de l'utopie tant que l'on valorisera les cultures comme des choses. Mais ça deviendra du possible lorsqu'on considérera que ces choses se transforment par la volonté des individus. Après tout, je me rappelle sur quel ton ma pauvre mère parlait des Allemands. Elle ne finissait pas un repas sans prononcer la formule « encore un repas que les Prussiens n'auront pas ». Bah, moi, mes meilleurs amis sont de l'autre côté du Rhin et c'est fou ce qu'on s'aime. Donc, c'est plutôt dans cette direction qu'il faut regarder. Merci beaucoup, Bertrand Badi. La dernière question sera pour M. Broman, d'un spectateur anonyme. On se souvient de manifestations énormes à Tel Aviv après les massacres de Sabra et Shatila par des Israéliens indignés. Les manifestations par des Israéliens indignés. Aujourd'hui, de telles manifestations sont impensables. Peut-on parler de changement d'éthique au sein de la société israélienne? Oui, je crois, malheureusement, la dérive droitière et extrême droitière dont on parlait tout à l'heure en est l'autre expression. En effet, maintenant, on pourrait plutôt croire que des manifestations de joie auraient pu avoir lieu dans un tel bombardement. D'ailleurs, rappelez-vous, en 2014 et en 2018, au moment de la marche du retour, c'était 2018, je crois, c'est ça, 2018 ou 2018, il y avait des rassemblements d'Israéliens sur certains monticules qui dominent Gaza pour venir assister au spectacle des snipers qui visaient au genou les manifestants qui participaient donc à la grande marche du retour, comme en 2014, on venait regarder les bombardiers, les hélicoptères qui faisaient leur sale boulot à Gaza. Donc une sorte de barbarie tranquille, si vous voulez, où on se repaît du spectacle de la mise à mort unilatérale. Naturellement, ce n'était pas un combat de gladiateurs, c'était vraiment le combat du fort contre le faible. Donc c'était particulièrement odieux. Donc en effet, depuis ces manifestations de l'époque des années 80, il s'est passé malheureusement beaucoup de choses qui sont allées dans le mauvais sens. Merci beaucoup pour ces interventions très enrichissantes. Et encore une fois, merci d'avoir répondu aussi rapidement. On espère la paix, mais bon, on ne peut pas être utopique tant que ça. Merci Bertrand Badi, merci Ronnie Broman, et merci pour notre cher public. Désolé si je n'ai pas pris toutes les questions, le temps s'impose. Je vous invite tous et toutes à demain, on reprend nos webinaires traditionnels hebdomadaires. Demain sera à 18h30 avec Joseph Maïla pour répondre à une question presque impossible. Où va le Liban?